Bonjour à vous, amis auditeurs de Radio Courtoisie. Évidemment, je salue mon prédécesseur, Nicolas Stocker, le libre journal des controverses, animé avec lui-même, et notre ami Lara Stam. Bien entendu, il est pas très content parce qu'il perd des paris contre moi, qu'il perdra encore. Il aime perdre les paris et il aime m'acheter des bouteilles de champagne chez notre ami Monsieur Quenu. Voilà, Monsieur Quenu que vous retrouvez sur Paris, qui a une belle boutique de vin et de champagne. Il ira acheter la plus belle. Comme ça, je me bourrai la gueule avec, ce que je ne fais pas, mais je le ferai en pensant à lui. Voilà, je salue évidemment la technique, Arnaud de la technique, il est là, il remplace Virginie. Bon, je suis tellement triste de ne pas voir Virginie, mais bon, Arnaud, c'est pas mal déjà. Alors, je ne sais pas qui est au standard. Est-ce qu'il y a quelqu'un au standard? Ah, il n'y a plus personne aujourd'hui au standard. Bon, peut-être est-il coincé parce qu'il n'a pas son QR code? Nous sommes à côté du Parc des Princes et pour venir dorénavant à Radio Courtoisie, il faut des QR codes. Voilà, c'est ça la beauté des Jeux Olympiques et de la liberté. Les JO, voilà, c'est ça. C'est les Jeux Olympiques à la française, c'est les QR codes. Et je suis tellement heureux d'avoir dépensé en impôts pour avoir droit à des QR codes et des surfacturations et des mallettes d'argent pour nos dirigeants. Vraiment, c'est magnifique. C'est l'esprit des Jeux Olympiques. Et pour ça, ben, vraiment, il faut habiter en France et ça nous rend vraiment heureux. Alors aujourd'hui, nous avons Boris Laurent, historien. Il a écrit un excellent livre, peut-être même un des seuls, sur l'histoire de l'armée russe. On entend souvent parler de l'armée américaine, de l'armée allemande, de l'armée peut-être mexicaine, chinoise et que sais-je, mais très peu de livres. D'ailleurs, je ne connais pas d'autres livres sur l'armée russe, peut-être même aucun d'ailleurs. Donc, je reçois Boris Laurent pour parler de l'histoire de l'armée russe, historien. Bonjour cher Boris Laurent, Bonjour. Comment allez-vous? Très très bien, merci. Tiens, justement, il n'y a pas de livre sur l'armée russe. Il y a des livres. Enfin, en tout cas, très peu. Enfin, c'est pas quelque chose dont on parle beaucoup. Effectivement, il y a des livres qui ont été publiés, mais sur des périodes très précises en fait, de l'histoire. Je pense notamment au Jean Lopez sur l'armée rouge, grandeur et misère de l'armée rouge pendant la Grande Guerre patriotique, donc la Seconde Guerre mondiale. Un livre qui date quand même. Il a quelques années, oui, maintenant, mais il est très pertinent et c'est un excellent livre qui recueille d'ailleurs beaucoup de témoignages de soldats de l'armée rouge. Alors, chers amis auditeurs, n'hésitez pas aussi à envoyer vos commentaires par mail. Vos questions, Boris Laurent est là pour vous répondre. Donc, allez-y, inondez-nous de questions. Je les lirai pour la plupart. Est-ce qu'il y a une sorte de fascination aussi pour l'armée russe? Oui, absolument. D'où elle vient? Elle vient de la guerre, enfin je pense qu'elle vient de la guerre froide, déjà de la Seconde Guerre mondiale, mais que c'est une période qui a été un peu minorée en réalité par les pays occidentaux, et surtout elle vient de la guerre froide, ce statut de grande puissance nucléaire, d'armée pléthorique, avec 2, 3, 4 millions de soldats dans l'armée soviétique. Et je pense que ça vient de là, ce sentiment de puissance continentale prête à fondre sur l'Europe de l'Ouest pendant la guerre froide. Et c'est une armée qui a été crainte pendant de très nombreuses décennies. Vous-même, vous l'avez, cette fascination? Non, je ne suis pas fasciné par les armées. En revanche, je suis fasciné par leur doctrine, ou en tout cas leur pensée, par l'intellect de ces penseurs. C'est-à-dire? Si on prend l'armée, donc proprement l'armée russe, l'armée soviétique ou l'armée rouge, il y a depuis la fin du 19e siècle un découplage dans la pensée, dans la pensée militaire russe par rapport à ce qui se faisait en Europe de l'Ouest. Et donc ce qui me fascine, c'est justement ce découplage, comment est-ce qu'il est né, comment est-ce qu'il a évolué, comment est-ce qu'il s'est nourri des expériences sur les théâtres d'opération, pour finalement accoucher entre les deux guerres mondiales, d'une pensée complètement novatrice, ce qu'on appelle l'art opératif, et qui a permis à l'armée rouge de triompher après bien des déboires
en 41-42, de triompher de l'armée allemande qu'on estimait être la meilleure armée du monde, en fait, et qui vit encore sur ce mythe d'armée presque invincible. Alors, votre livre, l'histoire de l'armée russe, du tsar jusqu'à Poutine, pourquoi cette période? Le tsar, déjà, c'est Nicolas II, hein, parce Oui. que on va croire que ça peut être des tsars d'avant. Non, c'est à partir de Nicolas II. Pourquoi, du coup, cette période? Parce que le XXe siècle s'ouvre par une catastrophe pour la Russie, pour l'Empire russe, avec une triple défaite contre l'Empire du Japon. Il y a le siège de Port-Arthur, qui est donc où le Japon prend la place forte de Port-Arthur. Il y a la bataille de Mutken, qui est une bataille terrestre où le Japon repousse l'armée impériale vers son territoire et empêche finalement l'Empire russe de sécuriser son extension en Extrême-Orient. Et il y a la bataille navale de Tsushima, où la flotte impériale est défaite par la flotte japonaise. Et c'est une entrée qui est dans le XXe siècle, on ne pouvait pas faire pire, quoi. C'est-à-dire qu'elle fait cette entrée parce que j'imagine qu'elle devait être sur des principes d'antan, qu'elle n'a pas évolué vers les principes du XXe siècle. En fait, ce qui est intéressant, c'est que la pensée militaire, elle, évolue à partir de la fin du XIXe siècle et commence à se découpler, à se séparer de la pensée occidentale pour créer quelque chose de nouveau. Mais dans les faits, l'armée reste assez cadenassée par une pensée, sur le terrain en tout cas, une pensée assez ancienne, et il y a en plus, se rajoute à ça des querelles entre généraux et officiers qui n'arrangent rien finalement sur le terrain. Et de ce fait, l'Empire du Japon, qui est appuyé par les puissances occidentales, notamment la Grande-Bretagne et la France, pour le matériel par exemple, prend le dessus sur l'Empire russe, et c'était un point de bascule en fait de ce début du XXe siècle. Mais qu'est-ce qui a changé? Est-ce que la doctrine a dû changer à cause de la technologie peut-être? Alors c'est toute la question en réalité. La pensée va prendre en compte les évolutions technologiques, l'industrialisation de la Russie par exemple, pour intégrer cette technologie, ces techniques et ces matériels nouveaux dans sa pensée. Si je pense par exemple aux forces mécanisées, aux chars d'assaut, les soviétiques, avec Tukhachevski, vont imaginer des opérations en profondeur, justement grâce à ces forces mécanisées. Donc il y a une convergence entre, d'une part, l'industrialisation de la Russie, et d'autre part, les penseurs militaires qui se servent de ces progrès industriels, techniques, technologiques, pour les intégrer à leur pensée, dans la pensée militaire. Alors, il y a quelque chose, j'imagine, qui doit être compliqué aussi pour la Russie, c'est qu'ils sont propriétaires d'un immense territoire, le plus grand au monde, mais ce n'est pas un pays aussi peuplé que ça. Est-ce que, justement, du fait de cette superficie, de cette démographie, elle se doit d'être novatrice dans sa façon de diriger une armée? Oui, ce qu'on appelle la tyrannie des distances joue à plein avec la Russie, puisque c'est le plus grand pays du monde, qui s'étire sur plusieurs continents. Et effectivement, la pensée militaire de la fin du 19e jusqu'à la Seconde Guerre mondiale prend en compte cette tyrannie des distances pour imaginer des opérations sur d'immenses théâtres d'opérations. Et donc la géographie est complètement intégrée. La géographie, le climat aussi. Oui, alors le climat, le climat, c'est l'armée russe a toujours été, en tout cas l'armée rouge, pendant la Seconde Guerre mondiale, a toujours été très bien équipée, puisque c'est un acquis que les hivers sont rudes, et donc elle est équipée en conséquence. Ce qui n'a pas été le cas au début, en tout cas, de l'armée allemande, par exemple. Alors, la Russie change de philosophie à partir du tsar Nicolas II et de cette défaite contre le Japon. Elle rentre sur la Première Guerre mondiale. Comment elle se comporte lors de cette Première Guerre mondiale? Eh ben, ça commence assez bien, puisque il y a un grand programme de réarmement et d'augmentation des budgets militaires quelques années avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale.
Et au niveau des opérations, donc elle se bat au départ contre l'Allemagne. Et ça se passe plutôt bien puisqu'elle pénètre en territoire allemand. Elle commence à accumuler quelques victoires. Et puis il y a un coup d'arrêt où les Allemands parviennent à bloquer la progression de l'armée impériale russe. Et il y a tout un tas de problèmes qui s'accumulent au sein de l'armée russe, des problèmes logistiques notamment, avec des lignes de chemin de fer secondaires qui sont assez pauvres, assez peu développées, et donc le transfert de matériel est très très long, transfert de troupes également. Et puis les Allemands opposent une organisation plus efficace, un commandement aussi plus efficace, des armements plus modernes. Et au sein de l'armée russe, il y a des inimitiés très très fortes entre beaucoup de généraux. Ce qui fait on voit des séquences assez incroyables où certains officiers refusent d'appuyer d'autres généraux qui sont en difficulté sur le terrain. Alors pourquoi ces inimitiés? Parce que c'est quand même surprenant ça, de refuser, c'est pas un esprit militaire. Non, c'est pas du tout un esprit militaire, et c'est là qu'on voit cette attitude de baron un peu de certains généraux. Alors c'est des généraux qui viennent d'un peu partout, hein. Il n'y a pas que des généraux russes, il y a beaucoup de Baltes, il y a eu des Allemands, beaucoup, dans les états-majors russes. Et donc oui, c'est une inimitié qui ne date pas de la Première Guerre mondiale en fait, hein. Déjà contre le Japon, on a vu ce type de cas. Alors le fait que la Russie soit un pays, on va le dire, multiethnique, et donc j'imagine son armée et ses officiers aussi, est-ce que, et donc c'est pas un peuple homogène, est-ce que ça ne crée pas des difficultés? Alors, pour la Première Guerre mondiale, l'essentiel de la troupe est formé par ce que les Russes appellent les Russes, c'est-à-dire des Russes de Moscovie, des Ukrainiens et des Biélorusses, qui sont tous réunis sous le vocable de Russes. Ensuite, on trouve bien sûr des troupes et des unités qui viennent du Caucase, de Sibérie et de l'Extrême-Orient, mais elles sont minoritaires. Le gros de la troupe, c'est ce que les Russes appellent vraiment l'ethnie russe, qui est composée de ces trois peuples, biélorusses, ukrainiens et russes de Moscovie. Donc oui, il y a une hétérogénéité dans la troupe, mais elle n'est pas si forte que ça, en fait, au début de la Première Guerre mondiale. Alors, ensuite, vient la révolution d'octobre, et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, c'est une période de trouble, de chaos. Néanmoins, le parti parvient à signer une paix, en tout cas un arrêt des hostilités avec l'Allemagne pour s'occuper de ses propres affaires intérieures. L'Allemagne est débarrassée de son front sur le côté est et peut se retourner, mettre toutes ses forces, une partie de ses forces vers l'ouest. Donc pour la Russie, c'est, en tout cas pour l'URSS qui va naître, c'est vraiment régler le problème intérieur, quoi. C'est lisser complètement tous ces problèmes-là et essayer d'homogénéiser la société sous une seule idéologie. Et là commence une guerre civile en fait contre les Blancs. Enfin, il n'y a pas que les Blancs d'ailleurs, il y a les Verts aussi. Enfin, les Verts, c'est quoi? C'est les paysans, il y a des paysans révoltés qui mènent des actions contre l'armée rouge d'ailleurs parce qu'ils ne veulent pas être enrôlés dans l'armée rouge. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.